Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Puis au jeune homme qui le poussait, les invitant à la suivre jusqu'à la morgue. Le flic leur emboîtait le pas, silencieux comme une ombre. Ils s'enfoncèrent dans les sous-sols de l'IML, et elle ouvrit les portes d'une grande pièce, froide et silencieuse, comparable à une salle de coffre, faite de rangées de portes carrées d'environ 70 cm de largeur, chacune donnant sur une vie, une histoire et une fin. En quelques cliquetis de verre, les néons éclairèrent la morgue. Elle vérifia dans son dossier le numéro d'enregistrement et, parmi les 450 cases de froid présentes, ouvrit la porte contenant le corps 11 237. Elle tira la table roulante, révélant une forme humaine sous un drap blanc. Du regard, elle interrogea la famille et crut déceler de l'appréhension dans leurs yeux. Elle retint son mouvement un instant, la main posée sur le tissu, puis elle baissa doucement le linceul de manière à ne montrer que le visage abîmé. Le flic imposant qui les accompagnait avait tenté de les prévenir quelques minutes plus tôt. Le corps qu'ils allaient voir était celui d'une toxicomane qui avait peut-être été leur fille et leur sœur, mais qui avait certainement changé, vieilli, et s'était usé dans un mode de vie marginal. Il avait volontairement choisi de passer outre aux sévices sexuels. Ces précisions ne s'imposaient pas tant qu'il ne l'avait pas formellement reconnu. Cependant, aucun avertissement, ni aucune préparation n'aurait pu leur éviter le haut-le-cœur qui les saisit lorsque le visage fut découvert. Prisonnière de son fauteuil roulant, la mère poussa de ses bras sur les accoudoirs et comme elle put sur ses jambes fragiles afin de se donner un peu de hauteur. Sa voix, autoritaire et malgré tout perceptiblement blanche, assura qu'il ne s'agissait pas de sa fille. Le fils n'émit pas un son. La figure était si tuméfiée qu'une possibilité d'erreur restait envisageable. La légiste abaissa alors totalement le drap sur un cadavre tacheté d'hématomes, de griffures, de plaies mal cicatrisées en croûte brune et de traces du passage d'un millier de seringues dans des cratères noircis et infectés. La vieille dame en serra dans sa main celle de son fils, et d'une voix plus assurée, comme résignée, affirma de nouveau que la personne allongée devant eux n'était pas leur Camille. Toujours à son côté, le fils avait entrouvert les lèvres sans poursuivre la phrase qu'il s'apprêtait à formuler, et seul un soupir s'en échappa. Le docteur Léa Marquand savait que l'éventail connu des réactions possibles devant un cadavre était infini. Toutefois, elle ne put s'empêcher de recouvrir prestement le corps nu que ce jeune homme fixait avec un grain de quelque chose de malsain. D'autant plus qu'il assurait ne pas le reconnaître. En retrait, le flic sortit de sa mallette un procès-verbal, cocha la mention « reconnaissance négative », puis le fit signer aux deux visiteurs. Il avait pourtant espéré pouvoir donner une famille à cet anonyme. Il se proposa ensuite de les raccompagner, ce qu'ils refusèrent poliment. Une fois dans le taxi qui les conduisait à leur domicile, dans les hauteurs de Saint-Cloud, ils n'échangèrent aucun mot. La mère se refusait à toute culpabilité. Elle avait agi pour le bien de la famille, quitte à devoir le payer de son âme si un Dieu, un jour, venait à le lui reprocher. Recroquevillé, le fils s'était concentré sur sa respiration. Il redoutait de se vider entièrement sur les sièges en cuir à chaque virage du taxi. Le cœur posé sur les lèvres, il sentait son énergie le quitter, les extrémités de son corps envahies par un fourmillement de ceux qui précèdent les malaises. Il partit une seconde ailleurs et mit un moment à se souvenir où il était et ce qu'il y faisait. Camille. Il l'avait reconnue, lui aussi. Sa Camille. Sa presque sœur. Il l'avait reconnue et s'était tue. Première partie. C'est pas Hollywood ici, c'est la Seine-Saint-Denis. Commandant M.C. Damiani. Chapitre 1. Mercredi 11 janvier 2012. Coste ouvrit un œil. Son portable continuait à vibrer, posé sur l'oreiller qu'il n'utilisait pas. Il plissa les yeux pour lire l'heure. 4h30 du matin. Avant même de décrocher, il savait déjà que quelqu'un, quelque part, s'était fait buter. Il n'existait dans la vie de Coste aucune autre raison de se faire réveiller au milieu de la nuit. Il but un café amer en grimaçant, adossé à son frigo sur lequel un post-it acheté du sucre menaçait de se décoller.
Dans le silence de sa cuisine, il scruta par la fenêtre les immeubles endormis. Seule lumière de son quartier, il se dit...